En tant qu'entrepreneur, on sait à quel point c'est important alors de se construire une réputation. Quels sont les 3 moments qui t'ont le plus marqué dans ta vingtaine? C'est le moment où j'ai serré la main de Barack Obama à la Maison Blanche. Ah ouais! Ce moment, pour moi, avait une signification incroyable parce que moi, gamin à la Cannes, né à Porto-Novo et qui suis à la Maison Blanche, qui serre la main de l'homme le plus puissant du monde et qui est de surcroît noir, pour moi, voilà, ça avait beaucoup de sens. Beaucoup de sens. Mmh. Vital Sounouvou. Vital Sounouvou est un entrepreneur béninois spécialisé dans les technologies, le commerce et l'innovation. Il est fondateur et PDG du groupe Exportunity, une plateforme de commerce électronique facilitant les exportations pour les PME africaines via mobile. Reconnu par la Tony Elumelu Foundation et Forbes Africa, il incarne la détermination, la résilience et la vision d'une Afrique qui crée ses propres opportunités. Tu t'es très médiatisé, tu étais dans tous les grands médias, RFI, France 24, Forbes, tous les grands trucs. Et à un moment donné, disparition, anonymat, loin de la lumière. Qu'est-ce qui peut pousser un entrepreneur à décider de s'effacer du jour au lendemain comme ça et vraiment ne plus donner signe? Je pense que John Davison Rockefeller est peut-être le coupable. Il y a une phrase de lui, avant mes 20 ans, que j'ai lue, qui dit que dans votre vingtaine, il faut vous faire un nom. Arriver dans une salle et ne plus avoir besoin de se présenter. J'avais atteint ce niveau. Et quand j'ai eu mes 30 ans, j'ai compris que c'était l'étape d'une autre chose. Il faut travailler. Il faut se taire et travailler. Alors, quand tu dis ça, moi j'ai envie de savoir quelles sont les erreurs que tu dirais, que tu as commises dans ta vingtaine et qui t'ont bâti. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Et les erreurs sont normales. C'est un processus de croissance. Faire une erreur prouve que vous agissez. Je me revois à 22 ans, je venais d'arriver à Dubaï. Je quitte Porto-Novo et je vais travailler pour la famille royale des Émirats. J'avais jamais eu de sauna ou de jacuzzi à Porto-Novo. C'est évident, hein? Que voulais-tu que je fasse? J'en ai profité. J'ai pas construit grand-chose dans ma vingtaine. On parle beaucoup d'IA, toi et moi. Aujourd'hui, je sais que dans ton entreprise, dans tes entreprises, tu travailles à recruter le moins de personnes possible. J'aimerais savoir, selon toi, est-ce que tu penses réellement que l'IA va ou a déjà remplacé les êtres humains? Vous êtes un développeur, pardon, mais vous êtes déjà remplacé. De la même façon que les dactylographes étaient convaincus Qu'ils allaient rester, ils ont été balayés. Moi, j'ai déjà vu la réalité du fait que l'intelligence artificielle remplace les équipes d'humains et le fait mieux que les humains. Tu n'as pas peur qu'ils fassent des erreurs? Mais ils feront des erreurs, comme les humains. Mais le plus effrayant, c'est que le taux d'erreur est moins élevé au niveau de l'intelligence artificielle que de certains humains. L'intelligence artificielle est plus performante. Le danger avec l'intelligence artificielle, c'est que ce qui est remplacé, c'est l'intelligence. Quelle est la dernière fois que tu as pu te déplacer, t'orienter dans le monde sans Google Maps? J'utilise Google Maps. Okay. Google Maps a remplacé le côté de ton cerveau qui sait s'orienter. En fait, à chaque nouveau changement technologique, il y a une faculté mentale que nous perdons. Cela veut dire que dans quelques années, de façon inévitable, nous perdrons la capacité de réfléchir par nous-mêmes. Waouh! Alors les amis, je suis toujours aussi surpris lorsque je vois cette statistique parce que je me rends compte que plus de 90% d'entre vous qui suivez le podcast n'êtes toujours pas abonnés à la chaîne YouTube. Alors si vous suivez le podcast chaque semaine et que vous adorez le travail que nous faisons, la façon la plus gratuite et la plus simple de pouvoir nous soutenir, c'est en vous abonnant les amis. Si vous vous abonnez maintenant et tout de suite pendant que je suis en train de parler, l'engagement que moi je peux en prendre envers vous, c'est que chaque semaine, mon équipe et moi, nous n'allons pas cesser de pouvoir aller chercher les meilleurs invités, programmer les meilleurs podcasts possibles pour vous afin de pouvoir vous aider sur votre aventure entrepreneuriale ou dans votre aventure de développement personnel. Je compte sur vous pour pouvoir vous abonner à la chaîne maintenant, de pouvoir nous aider à passer la barre des 100 000 abonnés et vous ramener le trophée YouTube d'ici les 3 prochains mois. Tout ce que vous avez à faire pour nous aider dans cette aventure-là, c'est vous abonner à la chaîne YouTube. Je sais que vous allez le faire, je compte sur vous. Maintenant, laissons place au podcast. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je ne veux pas dire nouveau dimanche, nouvel épisode, parce que les 2 derniers dimanches, nous avons, porté atteinte à notre promesse que nous avons fait. Nous vous avons fait depuis 8 mois, qui est chaque dimanche de toujours vous sortir à
à 13h ou 14h ou 11h. Les heures ont un peu varié, mais chaque dimanche, je vais toujours vous sortir un nouvel épisode. Nous avons tenu cette promesse pendant près de 9 mois. Les 2 dernières semaines, on a été confrontés à beaucoup de défis. 2 grands défis majeurs, si je peux le dire. Premier défi, c'était un problème de santé. J'ai eu un gros souci de santé qui m'a empêché, qui a fait que moi, là, je n'étais pas très mobile. Et deuxième problème, c'est que nous avions pris la décision, il y a quelques semaines avec l'équipe, de bouger le studio, de bouger le podcast dans d'autres pays. Parce que nous avions un peu cette impression-là d'être arrivés à la fin de la première saison. Et le but du podcast, c'était de faire une saison par pays à la base. Et donc, c'était dit, bon, au Bénin, on a un peu fait le tour. Or, au fond, on n'avait pas encore fait le tour, dans le sens où l'objectif, c'était de faire une année entière dans chaque pays. C'était ça l'objectif. On n'avait pas encore fait une année. Il y avait encore 3 bons mois devant nous qu'on devait faire pour clôturer une année en paix. Et on a un peu eu, avec les soucis de santé, tout ça, la maladresse un peu de ne pas respecter notre parole sur les 2 dernières semaines. Et semaine passée, en discutant avec les équipes, avec tous les messages que vous nous avez envoyés justement, les équipes ont dit, mais monsieur, pour le moment, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, on sait que, vous savez, vous n'allez pas le croire, mais il y a plus de personnes qui nous écoutent en Côte d'Ivoire qu'au Bénin. Et notre premier pays qui nous écoute le plus, c'est la Côte d'Ivoire. 25% d'entre vous qui nous écoutez, vous venez de la Côte d'Ivoire. Et donc, on s'est dit, il faut faire le travail. Et donc, on a repris, j'ai reporté ma veste avec les équipes. On a dit, bon, il faut qu'on reparte en production. On a encore 3 mois d'épisodes à faire au Bénin. Et il faut aller jusqu'au bout avant de changer de cap. Donc, c'est la raison qui explique notre absence ces 2 dernières semaines. On espère qu'on ne vous a pas trop manqué et on espère dans cet épisode qu'on va pouvoir renouer nos liens où on les avait laissés. Alors, donc, cela dit, je peux maintenant vous dire nouveau dimanche, nouvel épisode. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis avec un grand frère. Je suis avec un grand frère, je suis avec un ami, je suis avec une personne, un entrepreneur que je connais, que je suis depuis 11 ans, pour ma part, à moi. Depuis 11 ans que je lis. La première fois que je l'ai connu, je crois, c'était en 2015, fin 2015. Et ensuite, j'ai lu son histoire qui avait été racontée par Mylène Flicka, la journaliste 2.0, l'entrepreneur, fondatrice de RAO. Et le titre de l'article, c'était « Vita Sounouvou, l'homme aux 1001 vies ». C'était ça, je crois. Voilà. Et je me rappelle quand j'avais lu l'article à l'époque, je m'étais dit « Waouh !» Il y a des Béninois comme ça chez nous. On parle d'il y a 10 ans, il y a 11 ans, qui réalisaient déjà des choses comme ça. Et comme un ami, Uri Sossou, me dit souvent, il dit, la chose la plus importante dans le parcours du succès de quelqu'un, ce n'est pas forcément toutes les petites connaissances qu'il le faut pour réussir, mais c'est l'inspiration de la possibilité du succès. C'est le fait de voir quelqu'un qui a déjà réussi, qui lui ressemble, qui a été dans les mêmes conditions que lui et qui est arrivé là où il est. Et de se dire, ah, juste parce qu'il a vu cette personne, il s'est dit, non, c'est possible. Ça veut dire que c'est possible de le faire. Donc pour nous, à l'époque, quand moi j'avais lu l'histoire de Vital, lu l'histoire de Urich, l'histoire de toutes ces personnes, je m'étais dit, ah, c'est possible qu'on le fasse aussi. C'est possible de venir du Bénin, de grandir à Porto Novo, etc. Et de réussir quand même dans la vie, de réussir à tirer son épingle du jeu. Donc aujourd'hui, on va avoir une conversation sur la vie, le business, l'intelligence artificielle, les relations de couple et beaucoup d'autres choses avec mon invité spécial, Vital Sounouvou. Waouh! Introduction, hein? Vital, comment tu vas? Benny, je me porte bien. Je suis content de te voir. Plaisir partagé. Comment tu te portes? Ça va? Je me porte bien. Je suis heureux d'être là. Alors, la dernière fois qu'on a fait un épisode de podcast ensemble, je crois que c'était il y a 2 ans. Je venais d'arriver à Dubaï, je fais quelques mois. Et puis, on a commencé par aller dans les studios. D'abord, on a fait quelques trucs à Marina, dans les endroits et tout. Et puis après, on s'est dit, bon, il faut qu'on aille dans un studio pour faire un bon truc. Et le jour où on s'était rencontrés dans un studio, on avait fait un épisode de podcast. Je crois à l'époque, il avait fait 18 000 vues, 20 000 vues. La chaîne était très nouvelle. Donc, faire 20 000 vues à l'époque pour un épisode comme ça, c'était vraiment inédit. Et dans les commentaires, les gens avaient vraiment adoré. Donc,
quand j'ai appris que tu étais de passage à Cotonou, je me suis dit, en même temps qu'on s'est vu, je t'ai dit, on devrait faire un épisode ensemble. Ça fait 2 ans quand même qu'on a fait un truc. Et là, il faut dire que les 2 dernières années, j'ai pris un peu le temps pour aussi mieux masteriser l'art d'avoir des conversations devant des caméras. Et donc, nous voilà. Alors, la première question que moi j'ai envie de te poser, c'est d'abord te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Parce qu'il y a énormément de personnes qui nous suivent. Comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui lorsque quelqu'un te rencontre? Alors, qui suis-je? Je suis Vital Sonovu, fils de Falouvet et de Doxy. Je suis né à Porto Novo et je suis père de famille. Je suis un époux, je suis un frère, un ami pour certaines personnes. Je crois que pour moi, c'est le plus important. Je sais pas qui avait dit ça. Je crois que c'est Barack Obama. Je crois qu'il y avait une vidéo. Je sais pas si tu connais la vidéo. Ref de Barack Obama où il était venu pour une conférence. On lui a demandé de se présenter et il dit I'm Barack, Michelle husband. C'est-à-dire il s'appelle Barack. Il est le mari de Michelle. Et il dit that's all. Et en fait, les gens ont applaudi. Puis c'est devenu viral sur les réseaux sociaux que le président de la République se présente comme mari et papa. Et les gens trouvaient ça très beau. Donc, c'est en tout ton honneur, si je peux le dire. Merci. Alors, il y a une question que j'ai envie de te poser pour lancer la conversation. C'est, comme je le disais, quand même pour les entrepreneurs qui viennent de ma génération à moi, c'est-à-dire la génération des gens qui ont commencé il y a 10 ans. Quand même en Afrique francophone, tu as un visage qu'on connaît, on a beaucoup vu passer. Tu étais très médiatisé, c'est-à-dire tu étais la version ultime des entrepreneurs qu'on voyait à l'époque qui étaient partout, etc. Mais il ne faut pas jouer les faux humbles. Tu étais très médiatisé, tu étais dans tous les grands médias. Il y a qu'à taper son nom dans Google, vous allez voir de quoi il s'agit. RFI, France 24, Forbes, tous les grands trucs, Jeune Afrique, name it. Et à un moment donné, disparition. Anonymat, loin de la lumière. Et quand moi je t'ai croisé, on s'est revus à Dubaï, moi ça m'a intrigué. Je me suis dit, comment est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, tu as eu une bonne période de ta vie, de ton entreprise, où tu as été vraiment sur le feu des projecteurs, tout ça. Et du jour au lendemain, tu décides de complètement t'effacer. Qu'est-ce qui peut pousser un entrepreneur à décider de s'effacer du jour au lendemain comme ça et vraiment ne plus donner signe de vie? Alors, Benny, tu poses une question profonde. Hein? J'y ai aussi pensé un peu de temps en temps. Je pense que John Davison Rockefeller est peut-être le coupable. Il y a une phrase de lui, quand j'avais avant mes 20 ans, que j'ai lue, qui dit que dans votre vingtaine, il faut vous faire un nom. Pour mobiliser les moyens pour faire les choses. Et dans la trentaine, il faut travailler. Il faut se taire et travailler. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu une belle vingtaine. Dans ma vingtaine, j'ai accompli tous les rêves que je voulais accomplir dans ma vingtaine. Et quand j'ai eu mes 30 ans, j'ai compris que c'était l'étape d'une autre chose. Parce que les grandes choses se construisent dans le silence. Et voilà, à 30 ans, c'était une étape. Je me rappelle, j'avais fait un post sur Facebook qui résumait mes 20 ans. Je dis maintenant, on travaille. Et voilà, c'est ce que je fais. Donc, en fait, si j'ai bien compris, tu as passé ta vingtaine à te construire un nom, Oui. à te faire une réputation. Et quand tu es rentré dans la trentaine, tu t'es dit, OK, là, maintenant, on doit bosser. Là, on n'a plus besoin de se faire un nom, se faire une réputation, parce que notre nom, notre réputation nous ouvre des portes. Mais là, dans la trentaine, maintenant, il faut qu'on bâtisse le niveau, je sais pas, de succès qu'on a envie de bâtir à peu près. Oui, et fondamentalement, alors, ce n'est pas une décision qui est venue seule. Hein. Il faut dire que j'ai beaucoup de grands frères, beaucoup d'aînés qui me guident énormément, qui continuent de le faire aujourd'hui. Et à chaque âge, ses comportements, ses défis, ses missions. À 30 ans, il faut commencer par se bâtir des choses qui vous survivent.
Et souvent, on n'a pas souvent les gens qui le nous disent. Alors, souvent, les parents le nous disent. Ils vont vous dire construire une maison, fonder une famille. Mais dans la vingtaine, c'est pas l'âge pour ça. Dans la vingtaine, il faut se faire un nom. Il faut, comme un aîné le disait, arriver dans une salle et ne plus avoir besoin de se présenter. J'avais atteint ce niveau. Et pour moi, c'était, voilà, le signal était donné pour construire des choses plus durables, plus grandes. Voilà, c'est fondamentalement cela. Alors, quand tu dis ça, moi j'ai envie de savoir, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on sait à quel point c'est important alors, de se construire une réputation, de se construire un nom. Quelles sont les plus grandes leçons que tu as apprises? D'abord, j'ai envie de savoir quelles sont les plus grandes erreurs que tu as faites dans ta vingtaine. J'en ai fait. Et des erreurs, maintenant on va parler des leçons. Donc en tant qu'entrepreneur, parce que je crois que tu as commencé très tôt. Tu as commencé dans la vingtaine, hein, 20 ans, 21 ans, quelque chose comme ça? Oui, un peu avant 20 ans. Un peu avant 20 ans, ouais. Je crois que on a vu des photos de toi, tu allais à Dubaï dans la 19 ans, 20 ans, 21 ans. Mais déjà. C'était d'abord la Russie. C'est d'abord la Russie, tu as commencé par la Russie d'abord. Ok. Et ensuite? Alors, c'était d'abord les voitures volantes. Explique. Non, j'ai toujours voulu construire des choses de mes mains. Résoudre des problèmes que l'on retrouve dans la société par de la solution technologique. Donc pour moi, la vision fondamentale a toujours été d'un jour pouvoir construire des véhicules qui règlent des problèmes, construire des robots, et peut-être un jour lancer une fusée. Il y a quelques jours, j'étais dans l'école où j'ai fait ma 4e à Porto Novo, et j'étais allé là où je m'asseyais. Et je me rappelle, j'avais une discussion avec une amie qui me disait, mais tu as toujours la tête dans les nuages. Tu es toujours sur Mars, toi. Et je lui ai dit, bah écoute, un jour, je serai sur Mars. Et je te saluerai de Mars. Et comme j'ai tendance à être obsédé par mes promesses, je fais rarement des promesses, mais quand je m'en fais une à moi-même, et à d'autres personnes, ça m'obsède. Je n'arrive pas à décrocher. Parce que j'ai besoin que ce que j'ai dit que je veux faire se manifeste pour ma propre confiance en moi, par respect pour moi-même. Donc voilà, fondamentalement, Vital, avant 20 ans, c'était ça. Donc j'ai commencé par ça. Et pour moi, créer des entreprises a toujours été pour avoir les moyens de créer mes industries, ou créer des solutions technologiques qui résolvent des problèmes qu'on retrouve en Afrique. Et je pense que c'est un peu la phase où je suis dans ma vie aujourd'hui. Les amis, trouver des clients lorsqu'on lance un business ou lorsqu'on a une activité est sans doute l'une des tâches les plus compliquées en entrepreneuriat. Et si vous vous retrouvez dans la situation aujourd'hui où vous manquez de clients, où vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs de vente ou vos objectifs en termes d'acquisition client, sachez que vous n'êtes pas le seul. Et moi, Béni, je suis passé aussi par ce challenge-là il y a quelques années. Heureusement aujourd'hui pour vous, 10 ans après dans le métier du marketing et de la vente, 10 ans après à appliquer toutes les techniques d'acquisition client pour développer les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé et mes propres entreprises aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter une solution qui résume ces 10 ans d'expérience-là. Mon tout premier livre, les 23 canaux d'acquisition client, ou encore la stratégie étape par étape pour passer de 0 à vos 10 premiers clients, de 10 à vos 100 premiers clients, de 100 à vos 1000 premiers clients. Alors les amis, la particularité de ce livre et pourquoi elle est si importante pour moi, c'est pas simplement parce que ce livre est le résultat de 10 ans d'expérience en vente et en acquisition client, ou encore parce qu'elle expose les 23 canaux d'acquisition pour aller chercher des clients. C'est surtout parce que dans ce livre, je vous donne des exemples concrets de la vraie vie, tirés de mes propres expériences ou des cas pratiques des entreprises les plus incroyables que vous adorez, sur comment est-ce que à chaque étape de développement de votre activité ou de votre business, dépendamment de votre objectif, les stratégies exactes que vous devez mettre en place pour aller atteindre ces objectifs-là. La promesse de ce livre est de pouvoir vous aider à aller chercher vos 10 000 prochains clients. Mais si on suppose que vous n'atteignez pas nécessairement l'objectif de 10 000 clients avec ce livre et que vous n'atteignez que l'objectif de 10 clients
seulement avec ce livre, qu'est-ce que cela représenterait pour vous? Si vous vendez par exemple maintenant un produit ou un service à 100 000 francs, ce livre vous aurait apporté 1 million de francs CFA. Et si vous vendez un produit ou un service à 1 million, ce livre vous aurait apporté 10 millions de francs CFA. Et beaucoup plus si vos produits ou services coûtent plus que cela. Mais devinez quoi? Ce livre ne coûte pas 10 millions de francs CFA. Il ne coûte même pas 1 million de francs CFA. Et tenez-vous bien, il ne coûte même pas 100 000 francs CFA, c'est-à-dire 150 euros. Ce livre, pour l'avoir, vous n'aurez tout simplement à débourser la somme de 15 000 francs CFA pour l'obtenir. Et si vous êtes comme moi, que vous êtes une personne qui est toujours en déplacement, qui aime écouter les livres qu'il achète lorsqu'il est à la salle de gym, lorsqu'il est en train de marcher, lorsqu'il est en train de courir ou simplement lorsqu'il est en train de faire le ménage à la maison, alors la version audio de ce livre vous plaira. Le livre étant à 15 000 francs, la version audio de ce livre également est à 15 000 francs. Mais lorsque vous décidez de prendre la version physique de ce livre ainsi que sa version audio, vous ne payez pas 15 000 francs plus 15 000 francs, soit 30 000 francs, non. Vous obtenez une réduction de 7 000 francs, ce qui vous permet de pouvoir avoir les deux versions, c'est-à-dire la version physique papier du livre et sa version audio à seulement 23 000 francs. Cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo ou sur le premier lien sur le commentaire épinglé à cette vidéo pour pouvoir vous rendre sur la page et passer votre commande. Et je tiens à préciser que si vous êtes en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, au Bénin, au Cameroun, en France ou au Canada, la version physique du livre est déjà disponible dans vos pays. Ce qui veut dire que dès la finalisation de votre achat, vous aurez toutes les informations pour pouvoir vous faire livrer ou simplement aller le récupérer en agence. Si votre pays ne se retrouve pas dans les pays ciblés, il n'y a pas de souci à vous faire. Nous pouvons toujours expédier le livre dans votre pays. Cliquez sur le lien en bas de la description pour pouvoir accéder à votre exemplaire. Ciao. Quelles sont les erreurs que tu dirais en termes sur le business et sur la vie que tu as commises dans ta vingtaine et qui t'ont bâti? Benny, tu sais, aujourd'hui, avec le recul, pendant plusieurs années, je me suis dit que c'était des erreurs. Mais aujourd'hui, je pense que c'était des leçons. Parce qu'à 20 ans, regarde autour de toi. Dès qu'il y a un jeune qui, à 20 ans, gagne un peu d'argent, les premiers millions, comme on dit, qu'est-ce qu'on fait avec les premiers millions? On dilapide, hein? Est-ce que c'est une erreur? A posteriori, non. Mais pour les parents, pour les personnes plus sages... Celui qui n'a pas perdu de l'argent ne peut pas en gagner durablement. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Oui, j'ai dit, dans ma vingtaine, j'ai surtout... Je me suis surtout offert des expériences quand on parle d'argent. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Et les erreurs sont normales. C'est un processus de croissance. Faire une erreur prouve que vous agissez. Seuls ceux qui ne font rien du tout de leur vie, qui sont là à imaginer faire des choses dans leur tête, ne font pas d'erreur. Donc, les erreurs, il faut les faire, mais il faut les faire vite. Parce qu'il y a des erreurs qui appartiennent à la vingtaine, qu'il ne faut pas faire à la trentaine. Et si vous ne les faites pas vite, les conséquences peuvent être graves. Bon, moi, quand je vois... je me revois à 22 ans, je venais d'arriver à Dubaï. Je n'avais jamais eu de sauna ou de jacuzzi à Porto Novo. c'est évident. Hein? Que voulais-tu que je fasse? J'en ai profité. Et j'avais la chance de travailler à la réunion annuelle d'investissement de Dubaï. Je quitte Porto Novo et je vais travailler pour la famille royale des Émirats. J'en ai profité. Et j'ai un peu claqué aussi. Je n'ai pas construit grand-chose dans ma vingtaine. Mais j'ai beaucoup voyagé. Et je pense que c'est important de voyager. Parce que celui qui n'a pas vu le monde est un peu petit dans l'esprit. Quand on a vu le monde et qu'on a vu différentes cultures, différents peuples, et qu'on a appris, ce sont des phases d'apprentissage. C'est l'école de la vie réelle. Et quand vous êtes dans votre pays, vous êtes limité chez vous, vous limitez dans le potentiel de ce que vous pouvez apprendre. Mais quand vous vous mettez à voyager, et c'est dans la vingtaine qu'il faut le faire, vous rencontrez des gens. Ça peut être un inconnu, un chauffeur de taxi qui partagera avec vous une leçon de vie. Et ne soyez pas si dur avec vous-même. Parce que moi, j'évite d'être dur avec moi-même aujourd'hui. Parce que chacun de ces moments, quand je me rappelle avec le sourire. Parce que j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais en fonction de ce que je savais. Et si je n'avais pas posé les actes que j'ai posés dans ma vingtaine, je n'aurais jamais eu le ticket d'entrée à la leçon. Les erreurs sont les tickets d'entrée à la leçon. Donc voilà, pour moi, est-ce que j'ai fait des erreurs?
j'ai fait les erreurs de la vingtaine. Qu'il fallait faire. Qu'il fallait faire. Et je les ai bien faites. Il y a certaines erreurs que j'ai faites de façon spectaculaire. De façon très publique d'ailleurs. Mais je pense que c'était l'ordre normal des choses. L'ordre normal de la vie d'un être humain, c'est ça. Des épreuves, de la croissance, des épreuves, de l'apprentissage, de la croissance. Voilà. Je ne sais pas si ma réponse à ta question... Non, belle réponse. Belle réponse. Ah, mais je ne vais pas dire le contraire. Mais j'ai envie de creuser un peu plus en te demandant quels sont les 3 moments qui t'ont le plus marqué dans ta vingtaine. Waouh. C'est drôle. Le moment où le professeur Thévoïde paix à son âme dans son bureau, avant que je n'aille en Russie, il tend de la main et dit « Vas-y, jeune homme, tu vas réussir. Rends-nous fiers. » Premier moment. Deuxième moment, c'est le moment où j'ai serré la main de Barack Obama. Ah ouais. À la Maison Blanche. Ah ouais. Et ça, je me suis pas lavé les... True story. Je n'ai pas lavé ma main droite pendant 3 jours. Ça me rappelle un peu Alain Kenneth qui, un influenceur féminin qui a salué le président Patrice Talon et qui a refusé de se laver la main pendant une semaine. C'est drôle, mais là, c'était Barack Obama quand même. C'était Barack Obama. Waouh. C'était des moments... Comment on rencontre le président Barack Obama? Benny, je pense que c'est qu'il faut savoir demander à Dieu parce que Dieu accorde toujours toutes les prières. Toutes les prières sont toujours exaucées. Moi, je me rappelle en 2008, quand il a été élu, je visualisais énormément. Je passais beaucoup de temps à visualiser, à créer consciemment l'avenir que je voulais. Et dans mon passage de vie, je tenais à pouvoir serrer la main de Barack Obama, le premier président noir des États-Unis. Je me rappelle, j'étais très ému. Je vivais encore à Vaudjay, dans un appartement qui nous est cher à mes frères et moi, parce qu'on l'appelait Vaudjay-les-Bains, parce qu'il y avait c'était souvent inondé. Et on avait de l'eau. Parfois, il fallait dormir sur la table, à côté de l'ordinateur, sur la table. Mais je me rappelle, c'était à Vaudjay, c'était en 2008, quand Barack Obama a été élu. Je me dis, ce monsieur, je vais le rencontrer pendant qu'il est chef de l'État à la Maison-Blanche. Et je n'avais pas le rond. Mais j'étais plein de rêves. Et voilà, ce que je peux dire, c'est ce moment, pour moi, avait une signification incroyable parce que moi, gamin à la Cannes, né à Porto-Novo et qui suis à la Maison-Blanche, qui serre la main de l'homme le plus puissant du monde et qui est de surcroît noir, pour moi, voilà, ça avait beaucoup de sens. Beaucoup de sens. Et le troisième moment, tu parles de la vingtaine toujours? Bien sûr. Toujours de la vingtaine, oui. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais c'était à Vevey, chez Charlie Chaplin. Alors, Vevey en Suisse. Il y a une ville en Suisse qui est le siège de Nestlé. Et je me rappelle, je salue, si jamais mes amis de Nestlé me voient, j'ai eu la chance d'être mentoré par celui qui était le directeur Amérique de Nestlé, qui est devenu président du groupe Nestlé sur le plan mondial, Laurent Frey, et qui m'a invité à Vevey pour parler à tout le staff d'administration du groupe Nestlé. Tu te rends compte? Nestlé, une des plus grandes entreprises de la planète. Et on t'invite pour parler de ton histoire. J'ai fait de très belles amitiés qui sont encore là aujourd'hui. Et je me rappelle quand Marie-Laure m'a ramené chez Charlie Chaplin, dans la maison où Charlie Chaplin a vécu, au bord du lac Léman. Et je suis entré chez lui. Je me suis assis dans le fauteuil où il s'asseyait. Et j'ai vu un homme. Il était encore en vie? Non, il était mort. Ok. Mais on lisait son histoire. Je me rappelle, il avait une fille. Et je me rappelle, l'histoire qui était lue, c'est qu'il voulait, avec sa fille, construire une machine volante. C'est-à-dire une machine qu'on pouvait accrocher avec des ailes. Ils avaient commencé par construire des ailes d'oiseaux pour hommes qui voulaient mécaniser pour pouvoir s'envoler avec sa fille, un de ces gens. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a tellement touché. J'ai vu un homme qui a vécu et après sa mort, l'on va chez lui parce qu'il a bien vécu. et je pense que c'était un des déclics pour la suite de ma vie parce que je me suis dit, le jour où je meurs,
j'aimerais quand même un peu être comme Charlie Chaplin. Quelqu'un qui a marqué son temps et dont on se rappelle pour les bonnes choses. Pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il a à chaque fois essayé d'aller au bout de ses rêves. Voilà. Donc pour moi, ça me vient juste à l'esprit comme ça. J'ai toujours un petit objet que j'ai acheté chez lui. Tu sais, les petites boîtes à musique qu'on tourne. Je l'ai toujours sur mon bureau à chaque fois. Et à chaque fois, je prends, je tourne. Je tourne et il y a la musique. C'est la musique fétiche de Charlie Chaplin. Et voilà, si tu veux, ce sont des moments qui m'ont vraiment marqué et qui ont été des tournants dans ma vie. Voilà, des moments simples, mais... Ouais. J'aimerais dire dans le langage des jeunes, on aurait dit dinguerie. Waouh. Attends, le premier, c'était quoi? Le professeur Albert Tevoy-Dre, oui. légende, qu'il repose en paix. Oui. Serrer la main de Barack Obama à la Maison Blanche. Oui. Waouh. Et le dernier, Charlie Chaplin. J'ai l'impression que si je te dis d'en donner 10, tu aurais pu donner 10. Mais on va s'arrêter à ces trois-là parce qu'on dit les bonnes choses ont une fin et ça permet de mieux les déguster. Les amis, le podcast Discussion Informelle est un podcast qui reste complètement gratuit pour vous et chaque semaine, nous avons les moyens, les capacités d'aller chercher les invités les plus incroyables pour vous, tout simplement parce que nous avons des partenaires qui nous donnent la possibilité de pouvoir faire cela. Et le tout premier partenaire qui nous accompagne sur Discussion Informelle, sur le podcast, c'est Lemfi. Lemfi, c'est quoi? Lemfi, c'est une application de transfert d'argent. Si vous êtes dans la diaspora, en France, aux États-Unis, au Canada, que vous avez besoin d'envoyer de l'argent à vos enfants, à votre famille, à vos amis ou à vos proches en Afrique, Lemfi, c'est l'application à utiliser. Personnellement, à chaque fois que je suis en France, par exemple, maintenant que j'ai besoin d'envoyer de l'argent à mes proches en Afrique, j'utilise Lemfi. Pourquoi? Tout simplement parce que les frais de transfert sont de 0 francs et vous pouvez en plus de ça envoyer directement l'argent depuis la France, les États-Unis ou le Canada directement sur le mobile money ou le MTN de vos proches en Afrique, parce que vous savez qu'en Afrique, nous, c'est le mobile money qu'on utilise. Et l'avantage, comme j'ai dit en fait, c'est que vous avez 0 frais de transfert. Et ce qui est encore complètement plus dingue, c'est qu'avec le code promo PODLAB, lors de votre premier transfert de minimum $50, vous gagnez au moins $15 dans votre portefeuille. Ou lorsque vous faites un transfert de plus de $100, vous gagnez jusqu'à $20 dans votre portefeuille. Est-ce que ça, c'est pas incroyable? Merci à Lemfi de nous aider sur Discussion Informelle à vous produire la meilleure émission possible. Alors, j'ai envie de savoir, dans ta vingtaine, quelles sont les 3 grandes leçons que tu as prises sur la vie et sur le business de ta vingtaine? Je ne veux pas faire une citation de... Je n'aurais pas imaginé que je citerais le maître Adrien Rongweji. Il n'y a de richesse que d'hommes. Ah, c'est Adrien Rongweji qui a dit ça? C'est le titre de son livre. Ok. Il n'y a pas de richesse qui arrive sans les hommes. Dieu n'arrivera pas sur terre, se mettra en mode « Oh, je suis Dieu, je te bénis ». Non. Dieu passera par des gens. Et ma vingtaine a été marquée par des gens. Donc pour moi, une leçon apprise. Parce que tout ce que j'ai fait, ou que j'ai semblé faire, ça a toujours été quelqu'un, quelque part, qui m'a tendu la main. Il n'y a pas de génération spontanée. C'est ma première leçon. Oui. Ce sont toujours les gens. Il y aura toujours quelqu'un qui a déjà fait le chemin, qui te tendra la main. Je dis, c'est bien, c'est ton tour. Et à chaque fois, pour moi, que ces personnes, et ça va sur la deuxième leçon, que ces personnes m'ont tendu la main, en général, quand j'essaie de les remercier, je dis, oh merci, merci, dis non, ne me remercie pas. Fais-le pour quelqu'un d'autre. Et ça, pour moi, c'est une leçon que j'essaie de garder toujours. Pay it forward. Ça, c'est la première leçon. La seconde leçon, Alors, je vais encore citer quelqu'un parce que c'est important quand on dit les phrases de les mettre dans leur contexte. Il y a un jeune homme, un frère, qui s'appelle Amos Avosé,
qui m'a dit un jour, ce qui est secret est sacré. Et ce qui est sacré est saint. Je m'imagine qu'il a dû oublier qui me l'a dit. Il me l'a dit devant son portail, derrière le stade de l'Amitié, chez ses parents à l'époque. Et c'était une phrase qui m'est restée. Une phrase que je n'ai pas toujours appliquée dans ma vingtaine. J'aurais voulu le faire plus dans ma vingtaine. Garder certaines choses privées et moins les révéler. Parce que, et surtout les projets, j'aurais voulu moins annoncer et plus faire. Aujourd'hui, maintenant que je fais plus de choses que je ne dis, alors je ne tire pas cette leçon avec de l'amertume. J'ai une vingtaine superbe. Mais j'ai compris que les projets en eux-mêmes ont une âme. Dès qu'il y a une idée, il y a un projet qui naît, dès que vous l'annoncez, vous prenez son énergie, vous lui arrachez son énergie. Et parfois, le projet, qui devait être plus simple à se matérialiser, devient plus difficile à réaliser. Non pas parce que vous êtes un faux, non pas parce que vous n'essayez pas tous les jours de le faire, mais parce qu'à un moment, vous en avez parlé. Il y a des choses dont on ne parle qu'aux gens qui peuvent réellement vous aimer, aux gens qui peuvent réellement vous aider pour de vrai. Alors, je vais développer un peu, Benny, sur ce deuxième point, parce que je pense que c'est très important. Quand on a une idée et qu'on va demander conseil à quelqu'un, si la personne n'a jamais accompli ce que vous voulez accomplir, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Elle va vous transmettre ses foi et ses peurs. Donc, quelqu'un qui n'a pas pu réaliser ce que tu veux réaliser, quand tu vas lui en parler, il va te dire « Mais c'est impossible. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est fou. » Mais cette personne n'est pas méchante. C'est qu'elle te transmet ses limites. À elle. Et ce ne sont même pas ses vraies limites, ses croyances en ses limites. Donc moi, la seconde leçon importante, c'est j'aurais voulu uniquement parler de certains projets, uniquement à des gens qui auraient pu réellement m'aider dans la bonté. Et c'est cette leçon que j'aimerais vraiment partager avec la génération d'ensuite et même peut-être avec tout le monde. Ne demandez jamais conseil à quelqu'un qui n'a pas fait ce que vous voulez réaliser. Ils n'en ont pas les moyens, ils n'en ont pas la connaissance, ils n'en ont pas acquis la sagesse. La sagesse s'acquiert par ce que j'appelle le ticket, la leçon. Tu payes le prix à la vie pour avoir la leçon. Et seules les personnes qui ont payé le prix de la leçon peuvent se donner un conseil parce qu'elles ont acquis la sagesse de pouvoir te le dire. Donc moi, c'est le troisième point. Enfin, le deuxième point. La deuxième leçon. Ouais. La troisième leçon est un peu la plus douloureuse. Parce que, nouvel orphelin que je suis, j'aurais voulu passer plus de temps avec mon père. Avec ma mère, d'ailleurs. Parce que dans la vingtaine, on a les ailes. Nous avons les ailes. J'ai beaucoup voyagé. Je me rappelle, mon père me disait, mais viens passer 2 mois à la maison. Je vais t'apprendre à conduire une voiture. Vous savez, l'ironie de la vie, je n'ai eu mon permis de conduire qu'il y a 3 ans. Il y a moins de 3 ans, d'ailleurs. Il y a des moments que j'aurais voulu passer avec lui. Et pas qu'avec lui, il y a des personnes, des amitiés, des amis qui sont partis aussi. Et je crois que dans la trentaine aujourd'hui, avec le recul, j'aurais pu mieux organiser mon temps pour passer ce temps avec des personnes Qui te sont chères. qui sont des inconditionnels. Pas juste des personnes qui te sont chères. Tu sais, dans la vie, il y a des gens qui adviennent que pourra, seront toujours là pour toi. Et je crois que je t'en avais parlé, je te l'avais dit à Dubaï. Nos parents, ça peut être un oncle. Moi, j'ai un oncle, j'ai quelques oncles, mais j'en ai un particulièrement, je ne dirais pas son nom pour éviter la jalousie. Mais il y a des gens qui sont tes inconditionnels. Des gens qui adviennent que pourra. Même quand tu feras la pire des erreurs de ta vie, ils ne te regarderont pas avec l'œil du jugement. Ils te regarderont avec l'œil de l'amour. Ça peut être des amitiés. Moi, j'ai quelques amitiés comme ça. Des gens où je sais que
quand je suis au fond du trou, Tu peux les appeler. ils seront toujours là. Donc voilà, j'aurais voulu, dans ma vingtaine, passer plus de temps avec ces personnes-là. J'essaye aujourd'hui de le faire, mais j'aurais voulu le faire plus. Voilà. Waouh! J'ai beaucoup aimé les trois leçons retenues de ta vingtaine. Et en fait, quand tu parles comme ça de ta vingtaine, en sachant que tu es dans ta trentaine aujourd'hui, ça donne envie de creuser sur ta trentaine et de savoir, de reposer la même question, mais sur ta trentaine. En fait, c'est savoir quels sont les 3 grands moments qui ont marqué, qui continuent de marquer actuellement ta trentaine, parce que tu es toujours dans la trentaine. Et si je t'en parlais à la quarantaine? Mais oui, mais pour l'exercice du podcast, je pense que ce serait quand même bien de partager les leçons que tu as apprises dans ta trentaine jusqu'à présent. Alors, je suis toujours au milieu de la trentaine. Mais, alors, 3 leçons. 3 à chaque fois. 3 anecdotes, 3 choses qui t'ont marqué dans la trentaine d'abord déjà. Le premier moment marquant de ma trentaine, c'est la paternité. Quand on a donné la vie, on n'est plus la même personne. On comprend que... D'abord, on comprend mieux nos parents. On aime mieux nos parents. Il y a de plus en plus de moments où on se dit « Oh mon Dieu, papa avait raison. Oh, maman avait raison. » On a un regard plus doux, plus aimant sur les gens. Et on se rend compte que chaque être humain sur Terre a été mis au monde, a été aimé. C'est un travail incroyable de prendre soin d'un enfant. Et j'imagine pour les parents qui ont mis au monde des enfants, les accompagnent jusqu'à l'université et qui un jour, au soir de leur vie, regardent leurs enfants, leur ressenti. Moi, je prie Dieu de vivre ça et de le ressentir. Et voilà, je pense que c'est une épreuve initiatique parce qu'on n'est plus la même personne. On ne vit plus que pour soi. On vit pour quelque chose qui est plus grand, pour ce qui vient après. Voilà, c'est la première chose qui m'a le plus impacté dans ma trentaine. Deuxième chose? Marcher. Ok. Comme tu sais, j'ai porté une canne pendant 23 ans de ma vie. Et c'était pas opérable. Donc j'avais transformé ma canne en force. Effectivement. Tout ce qu'on veut. Effectivement, à l'époque. Mais il n'en demeure pas... Tu évites ça vite fait, vas-y, je te taquine. Mais il n'en demeure pas moins que porter une canne. C'est vivre constamment dans la douleur. Et c'est pas parce que l'on normalise la douleur que la douleur doit être... que la douleur disparaît. Que la douleur est une chose normale. Oui. Pour moi, j'ai eu une crise d'identité énorme dans ma trentaine aussi, parce que j'ai été opéré à 30 ans. Et soudain, je pouvais marcher sans douleur. Pendant quelques semaines, je voulais encore porter ma canne. Et le médecin me l'a interdit. Et d'ailleurs, je me rappelle, j'ai perdu ma canne dans un taxi. Oh! Donc la mythique canne, tu l'as perdue? Je l'ai perdue. Je crois que c'était dans un musée quelque part. Non, je pense qu'elle est partie. Parce que je suis un fervent croyant en le fait que les objets ont une âme et leur volonté propre. Souvent des objets que l'on garde auprès de soi. Et je pense que la canne est partie parce qu'elle avait fini d'accomplir sa mission. Et je devais apprendre à être quelqu'un d'autre que l'homme à la canne. Et pendant quelques années, j'ai eu un gros problème avec ça. Qui suis-je? Avant, c'était l'homme à la canne, je ne faisais jamais la queue, Benny. Ah bon? Je ne faisais jamais la queue. Tu avais des avantages. Et me voilà, devenu normal. Je n'étais plus
un estropié. Alors, le mot peut être un peu fort, mais c'est quand même un peu ce que j'étais. Et désormais, je pouvais marcher, sentir les fleurs sur le passage. Donc, je me suis mis à marcher. Je me suis mis à marcher tous les jours. Je me rappelle à Dubaï, quand tu étais venu, On marchait énormément. je pense qu'un jour, tu avais besoin d'un peu d'eau. Je n'avais pas le cardio, j'avais pas ton cardio. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai pas ton cardio. Mais je marche parce qu'une chose aussi, je pense que quand on a manqué de quelque chose pendant longtemps, je pense qu'on peut en découvrir les petits bonheurs. Donc je marche énormément. Dès que j'en ai l'opportunité, je sors, je marche à la nature. Donc voilà, marcher, c'est la troisième chose qui m'a le plus marqué dans ma trentaine. Enfin, la deuxième. Hein. La deuxième, oui. Et il faut que j'en trouve une troisième. Une rencontre? Je pense que... Un voyage? Je dirais la mort de mon père. Ouais. Tu sais, j'avais jamais vu la mort de près. Et je reviens, on m'annonce... Alors, je venais en vacances au Bénin. J'avais tout prévu. Je devais venir le samedi. Et mon frère aussi, d'ailleurs. Et tout était préparé, les billets d'avion étaient bookés, tout était réglé. Et on me dit que papa est malade, voilà, qu'on a l'amené à l'hôpital. Et quelqu'un de proche à moi m'a même dit mais prends l'avion, vas-y. Je dis mais non, il sera encore là samedi. Il faut qu'on le mette dans les meilleures conditions à l'hôpital. Il faut quoi? Il faut payer. Tout ça. Et ce jour-là, j'essayais d'envoyer de l'argent. Ça ne passait pas. Mon frère devait prendre l'avion le matin. Je me rappelle dimanche. Son vol a été reporté. Il a passé la nuit du lundi au mardi à l'hôtel avec sa famille. Et la nuit, quand on se réveille le matin, le mardi, on nous dit papa est parti. Lui, il était déjà en route à l'aéroport avec sa famille. Et si tu veux, bon, c'est comme si papa, il savait et qu'il ne voulait pas qu'on gaspille notre argent. Mais par contre, le lendemain, j'ai trouvé les moyens de prendre l'avion et de venir. Et si tu veux, c'est quelque chose qui me travaille. Hein. Et je me rappelle, je suis venu au Bénin et je crois aller à la morgue. C'était un grand frère que je respecte beaucoup qui m'a dit un jour, il me le disait, mais je le trouvais un peu extrême, un peu excentrique même, qu'il me pardonne s'il voit cette vidéo. Le grand frère Enes Adjovi, il me disait souvent, allez à la morgue. Allez à la morgue et vous comprendrez la vie. Je dis, mais ce grand frère, il est extrême quand même. Ce monsieur. Je l'écoutais, oui, grand frère, mais au fond de moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce vieux monsieur? Et le jour où je suis allé, et que j'étais avec mes frères, avec mon grand frère, Ozias, et d'autres frères aussi, qu'on a tiré, enfin, on a vu notre père sur la civière. Je te parle de ça parce que nous parlons de sujets profonds, Béni. Ce qui définit l'homme que je suis aujourd'hui. Quand vous avez vu la mort en face et la mort d'un proche, cela met beaucoup de choses en perspective. Donc pour moi, depuis ce moment-là, je me pose encore plus la question, à chaque acte que je pose, est-ce qu'il serait fier de moi? Est-ce que je protège son nom, le nom de Falové, un homme qui est parti d'un village perdu dans le mai de Ouedo, qui marchait 12 km à pied et qui nous a permis à nous, la génération d'ensuite, d'aller beaucoup plus loin. Est-ce que je peux faire au moins la moitié de ce qu'il a pu faire? Est-ce que je peux le rendre fier dans mes actes? Donc si tu veux, en moitié de trentaine aujourd'hui, ce sont les moments marquants, les moments qui définissent mes actes. Parce que je sais qu'il observe de là où il est. Et mes actes sont plus ancrés dans la durabilité et dans les choses qui me survivront. Des petites choses comme
construire une maison, planter un arbre. Les arbres que vous planterez, beaucoup vous survivront. Tu sais que quand tu plantes un arbre, un manguier, il y a de fortes chances que quand tu seras plus sur Terre, Il sera encore là. il sera encore là. Donc voilà, ces choses-là aujourd'hui m'intéressent. Ces choses-là aujourd'hui m'intéressent plus qu'avant. Voilà. Ça, ce sont les anecdotes, c'est ça? Les choses, les événements marquants. Les événements marquants. Et si tu devais nous parler de 3 leçons que tu as retenues de ta trentaine? Non, je pense que les leçons découlent un peu de ces anecdotes-là. là. Ouais, je crois que tu en parlais un peu dedans. Je pense que je serai plus outillé dans quelques années. Après quand tu seras rentré dans la quarantaine. Quarantaine, et que j'aurai appris les leçons que la quarantaine aura à offrir, je serai mieux outillé pour peut-être conclure sur les leçons de la trentaine. Mais j'y suis encore, j'apprends encore énormément. Et oui. Mais comment est-ce que... c'est un sujet dont on avait parlé, je crois, dans le premier podcast que les gens avaient beaucoup aimé. C'est le sujet de la richesse générationnelle. Et je crois que c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup. On en parle beaucoup en privé. Je me rappelle à Dubaï, quand je suis arrivé en même temps, tu m'as invité dans des quartiers quand même assez pas sur les réseaux. Je vais pas en dire plus. Et je crois que tu me montrais, et c'est des moments qui m'ont beaucoup marqué parce que tu me montrais un autre visage de Dubaï, qui n'est pas le visage de Dubaï bling bling qu'on connaît. Et je me rappelle, quand on discutait, tu me disais, Benny, tu viens d'arriver, va pas faire la photo devant la Lamborghini flambée avec sur les réseaux, va pas être en train de poser tout le temps devant le Burj Khalifa. Ça, c'est ce que tous les touristes font ici. Mais les vrais gens qui vont t'aider à faire de vrais cash, qui vont t'ouvrir les vrais réseaux, te faire inviter aux vrais potes, aux vrais trucs, ils sont pas au Burj Khalifa. Et ils sont pas devant les Lambos. Il faut que tu comprennes et que tu arrives à détecter les endroits où ces gens-là sont et que tu te positionnes dans ces endroits-là pour que ces gens-là puissent être rentrés dans ton réseau, que tu puisses rentrer dans leur réseau et que tu puisses trouver un moyen de leur apporter de la valeur. Parce que fondamentalement, qu'est-ce qui fait la différence entre le riche et le pauvre? C'est que le riche, généralement, il a des gens riches autour de lui qui sont ses clients avec qui il peut faire des affaires. Et le pauvre, généralement, il n'a personne d'autre autour de lui. Donc, c'est des trucs que j'ai appris très vite. Toi, quand je suis arrivé à Dubaï, etc. Parce qu'il faut dire que toi, tu y vivais des années bien avant. Pour toi, parce que la plupart de ces gens dont tu m'en parlais justement dans ce quartier, c'est des gens qui avaient des richesses générationnelles. Et la richesse générationnelle vient avec des codes. Et c'est un sujet dont on a beaucoup parlé. Moi, j'ai beaucoup appris cela avec toi. J'en parle aujourd'hui en formation. C'est incroyable, je te code toujours. Les étiquettes. Moi, j'ai appris les étiquettes avec toi. On parle de 2017-2018. Comment j'ai appris les étiquettes avec toi. L'importance des étiquettes. Comment se tenir à table. Comment se tenir dans la société. Pourquoi c'est important quand on est dans un neighborhood, quand on est dans un quartier, de ne pas faire du bruit pour déranger ses voisins. Tout ça qui sont des règles de bienséance que les jeunes aujourd'hui n'ont pas. Et que les jeunes aujourd'hui, lorsqu'ils sont nouveaux riches, ils commencent à gagner de l'argent, très vite, ils ont envie de le montrer. Alors toi, tu as eu ta phase où tu es passé par tout ça, mais je crois qu'en côtoyant des aînés, des gens plus sages, 10 fois, 100 fois plus riches que toi, ça t'a permis d'apprendre ces codes-là, qui fait que une phrase qui me marquait beaucoup, je crois un jour, on marchait à Dubaï District ou quelque chose du genre, tu m'as dit, Benny, la richesse n'aime pas le bruit. La richesse n'aime pas le bruit. La richesse aime le silence. Et aujourd'hui, on le voit, actuellement c'est la période des élections, tout ça, mais on le voit, les gens disent beaucoup que les vrais riches du pays, c'est les gens qui sont les plus silencieux. Donc, c'est beaucoup de sujets que j'ai mis sur la table, mais j'ai bien envie qu'on parle du sujet de la richesse générationnelle, comment le construire, et en même temps de la règle des étiquettes. Des étiquettes, c'est un truc dont on n'a jamais parlé en public. Et parce que je sais que la première règle, c'est surtout de ne pas en parler. Je suis un bon élève, je suis un très bon élève. Mais je crois qu'un jour, on avait fini un podcast à Dubaï ensemble. On avait fini, je ne sais plus quel podcast à Dubaï ensemble. Et tu disais que franchement, que ce serait bien de commencer par partager ce genre de notions-là avec les jeunes. Donc, on a parlé de ta vingtaine, de ta trentaine, des leçons que tu as retenues, etc. Et je pense que cette grande parenthèse, c'est une grande leçon que tu as beaucoup retenue. Comment toi, tu as découvert
les étiquettes, comment tu as découvert les codes de la richesse, qui sont ceux qui t'ont appris ça, et comment est-ce que tu as compris qu'en ne respectant pas ces codes, comme quand tu as du pouvoir, lorsque tu les enfreins, bah, tu perds du pouvoir. Comment on ne respecte pas ces codes, en fait, même quand on devient riche, on peut ne pas forcément pérenniser sa richesse pour arriver à bâtir une richesse sur des générations. Méni, tu touches un sujet profond. Il y a une phrase qui me vient à l'esprit. Il ne faut pas que l'argent devienne ton maître. L'argent doit être ton serviteur. Et c'est ça la différence, je pense, entre... alors, qui suis-je pour traiter les gens de nouveaux riches? Mais en fait, les comportements que l'on traite de comportements de nouveaux riches, ce sont des comportements qui ont été déterminés par des personnes qui ont été riches pendant longtemps. Parce qu'il y a des familles, même au Bénin, partout dans le monde, qui ont des richesses, des fortunes intergénérationnelles qui dépassent 4, 5, 6 générations. Et il y a très peu de familles qui réussissent à le faire. Mais ces familles-là ont réussi à maintenir leur statut social et économique par des règles. Parce qu'ils ont appris très tôt le silence. Alors, le silence, c'est pas juste parce qu'on veut cacher des choses. Non, parce que les grandes choses n'ont pas besoin de bruit. Les règles de la bienséance, je pense, je n'en connais pas l'origine, mais je pense qu'elles sont venues de là. Parce que, alors, j'ai les moyens de m'acheter une Lamborghini. Elle fait beaucoup de bruit. Alors, je viens chez toi qui n'a pas l'argent, les moyens d'acheter une Lamborghini, et je roule ma Lamborghini, je fais beaucoup de bruit pour te montrer que moi, j'ai une Lamborghini et que tu n'en as pas. Qu'est-ce que j'espère que tu aies comme émotion? Tu ne peux pas être heureux. Et la règle de la bienséance, à mon sens, c'est penser aux autres avant d'agir. Bien, je suis en train de manger, et mon assiette, je fais du bruit avec ma fourchette. Tac, 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 tac. Et puis ça gêne tout le monde. Les gens, ils vont te regarder. Ils vont pas, par respect, ils vont pas te dire, mais ils vont jamais t'inviter chez eux à manger. Donc pour moi, c'est ça les règles de la bienséance. Ou alors, parfois, les gens pensent que c'est du racisme parfois dans certains quartiers. Parce que nous, dans notre quartier, on était... souvent, les quartiers où j'ai vécu hors du Bénin, nous étions souvent la seule famille noire, où il y en a 2 ou 3. Et c'est pas du racisme anti-noir. Parfois, ça l'est, hein. Mais moi, Parfois, ça l'est. Parfois, ça l'est. Oui. Moi, j'ai des amitiés avec des gens avec qui... des Russes ou des personnes vraiment fortunées, à laquelle nous pouvons parler librement de Hitler et dire tout ce qu'il a fait de bien. Alors, bien sûr, l'Holocauste, c'était horrible. Je suis contre l'Holocauste. Mais ce que je veux dire, il y a des sujets, des gens qui sont fondamentalement qui disent « Mais qu'est-ce qu'ils foutent tous ces Noirs en France ?» Je dis « Oui, je suis d'accord avec toi. » C'est vrai. Parce que si je voyais beaucoup de Blancs chez moi, je dirais aussi « Qu'est-ce que... » En fait, je pense que il faut réussir à transcender le besoin de prouver aux autres qu'on est arrivé. Parce que le fait de vouloir prouver qu'on est arrivé veut dire qu'on n'est pas arrivé. Ce que vous avez besoin de le prouver, c'est que vous n'êtes définitivement pas arrivé. Il y a des gens qui y sont depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des mentors, des gens qui sont plus âgés, des gens qui ont déjà intégré certains milieux avant vous, qui vous prennent la main. Moi, comment est-ce que j'ai découvert certaines règles? Moi, c'est déjà à la maison. Mais vos parents ne peuvent pas tout savoir. Je me rappellerai d'une anecdote toujours. Il y a un vieil Iranien, monsieur Massoud, ce que j'étais, on m'appelle encore son, un vieil Iranien, vient d'une famille perse qui avait une fortune intergénérationnelle. Ils ont plusieurs immeubles aux Émirats. Et un jour, il m'a vu à une foire, avec la réunion annuelle d'investissement. Il m'a dit, mais voilà un jeune homme qui est brillant. Il m'a appelé. Il me dit, j'aime comment tu te tiens. Viens, je vais te coacher. Je vais t'aider. Je me disais, mais c'est quoi ce vieux monsieur un peu fou très barbu? Et puis, il commençait pas à m'inviter. Parfois, il va m'inviter dans un endroit, dans des maisons. La verrerie est en or. Enfin, mais c'est pas de l'or ostentatoire. C'est un luxe discret. Tu vois? Un luxe qui n'est pas là pour dire, j'ai réussi, tu n'as pas réussi. Non, c'est un amour pour des objets qui ont de la valeur.
fondamentalement. Et je me rappelle, il m'a dit, tu vas manger. Un jour, j'ai fini de manger, j'ai laissé mes fourchettes un peu en désordre, j'ai laissé mon torchon de table un peu en désordre. Et il m'a dit, Vital, bon, je vais commencer par t'éduquer maintenant. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? Et il vient et me dit, allez, quand tu as fini de manger, voilà comment on dépose sa fourchette pour dire qu'on a fini de manger. Moi, je ne savais pas. Tu vois ce que je veux dire? On me dit, quand tu as fini de manger ton torchon, tu l'as jeté comme ça. Donc, tu prends l'employé de maison pour un esclave, en fait. Plie ton torchon. Mets-le en ordre. Qu'au moment où il vient ramasser, ce n'est pas comme s'il est ton esclave. C'est du respect pour les gens. Il faut respecter les gens. Et ce n'est pas parce que tu as gagné un peu d'argent que tu vas dans un restaurant et ta voix va être plus élevée que la voix de tout le monde dans le restaurant parce que toi, ce que tu veux dire est plus important que tout ce que les gens ont à se dire dans le restaurant. Non. Tu viens, tu modules ta voix et ta voix, c'est moi, je te parle pour que toi, tu entendes. Je n'ai pas besoin que celui qui est loin là-bas l'entende. Je n'ai pas besoin de déranger sa conversation. Et c'est pareil pour quand vous prenez le téléphone. Je suis en train de parler avec toi, mon téléphone n'est pas allumé. Voilà aussi une règle de bienséance. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette règle-là. On est en train de se parler et ils vont avoir leur téléphone, ils vont l'ouvrir constamment. C'est un message pour dire non, tu n'es pas assez important, mon téléphone est plus important. Donc, ce sont des petites choses qui... C'est du savoir-vivre, tenir compte de l'autre. Quand on est... et moi, j'apprends tous les jours, j'essaye constamment de découvrir ce que je ne sais pas. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Mais je pense que la clé, c'est de toujours se demander, est-ce que ce que je fais gêne les autres? Et gêne les autres pas dans le sens de la gêner parce qu'ils sont aigris, non. Il y a des gens qui ont une bonne vie, qui vivent bien. Il est peut-être en train de parler de sujets très importants. Et vous entrez dans un restaurant, vous faites du bruit parce que vous sentez que vous êtes arrivé. Fondamentalement, c'est ça qui ferme les portes à beaucoup de jeunes. Oui, tu as gagné de l'argent. Si tu t'approchais de cette personne-là, au Liban, il te dirait, ah, c'est bien, tu as gagné quelques milliers d'euros. Très bien. Moi, je gagne des millions d'euros. Moi, j'ai quelques milliards en compte bancaire. Viens, jeune homme, tu es poli, je vais t'aider. Je vais te montrer le chemin. Et c'est ça, je pense, qui fait que beaucoup de gens arrivent à un certain niveau, ils vont avoir beaucoup de succès dans les médias, mais à un moment donné, ça s'éteint. Alors, c'est différent des gens qui choisissent de disparaître des médias, mais des entreprises qui vont... Il y a des gens qui n'arrivent pas à passer cette étape, ou ce qu'on appelle le plafond de verre. Je pense que la clé, c'est la bienséance. C'est la bienséance parce que des gens qui sont réellement fortunés. Alors, il y a bien sûr, il y a quelques personnes qui sont fondamentalement de mauvaises personnes dans l'âme, mais il y a beaucoup de gens bien. Des gens qui n'ont jamais vécu dans le manque, parfois, sont des gens qui connaissent moins le mal. Parce qu'ils n'ont pas le besoin de faire du mal aux gens pour piétiner quelqu'un pour s'en sortir. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé et qui eux-mêmes sont nés de familles fortunées parce qu'ils n'ont jamais eu besoin d'écraser quelqu'un ou de montrer je suis riche pour manger. Donc voilà, pour moi, c'est dès que vous arrivez, quand un jeune arrive à gagner un peu d'argent, il faut absolument qu'il se trouve des mentors, des personnes qui sont déjà passées par là, des personnes qui sont discrètes, des personnes qui ont de bonnes valeurs et de se faire mentorer. Moi, c'est ce que j'essaie à chaque fois de faire. Et Dieu sait qu'il y a tellement de choses que j'ai encore à apprendre. Mais c'est ça, la quête de la vie, hein. Est-ce que tu as des anecdotes sur comment le bruit peut faire évaporer l'argent? Est-ce que tu as des anecdotes sur le fait de ne pas savoir, de ne pas connaître les règles de bienséance et de ne pas savoir se tenir quand on gagne de l'argent nouvellement? Ça peut fermer des portes et ça peut faire perdre quelqu'un. Est-ce que tu as des exemples, des anecdotes sur toi-même ou des amis, des personnes proches que tu as vu échouer ou ne pas garder longtemps leur richesse, justement parce qu'ils n'ont pas eu cette maturité-là de comprendre les règles de bienséance et de savoir que se tenir bien dans la société, ça fait partie de la survie ou de la réussite aussi. Je pense que l'exemple le plus illustre, c'est soi-même. Moi, j'ai perdu des opportunités parce que au début de ma vingtaine, j'ai eu des phases d'arrogance. OK. Et je pense que c'est un bel exercice de se regarder dans le miroir et de se dire la vérité. Moi, j'aime faire ça. À chaque étape de ma vie, je m'assieds devant le miroir, je te dis, Vital, fondamentalement, cet acte que tu as posé, est-ce que tu aurais pu faire mieux? Et je me dis la vérité. Là, cet acte que tu as posé, tu étais arrogant. Et s'il faut aller présenter des excuses, je n'ai pas peur de le faire.
parce qu'on est tous perfectibles. Le plus grand risque, quand on commence par avoir du succès financier, c'est de ne pas se dire la vérité à soi-même. Moi, quand je me lève, que je regarde mon compte bancaire, je sais combien j'ai, je ne me dis pas que j'ai plus. Je ne sens plus le besoin. Alors, dans la vingtaine, on a besoin de montrer des choses, mais je ne sens pas le besoin aujourd'hui de montrer que... Non. Moi, je fais des choses qui me font du bien. Qu'est-ce que j'aime faire fondamentalement? Quand j'ai compris qu'au fond, je suis un Béninois de base. J'ai mangé dans certains des restaurants les plus chers de la planète. C'est bien. J'ai pas aimé. Au fond, il n'y a aucune honte à dire. J'ai pas aimé. Oui, parfois, le vin, je peux aimer déguster du vin. Ça, par contre, j'aime. Mais il n'y a aucun mal à dire. Moi, j'aime manger la pâte. Moi, ce que j'aime dans la vie, et c'est vrai, c'est du gari et du cuicui. Moi, ça m'est arrivé de manger du gari et du cuicui dans des endroits que tu ne peux pas imaginer. Des endroits où tout le monde mangeait du caviar. Moi, je voulais mon gari et mon cuicui. Parce que c'est ce qui me rend heureux. Je n'essaye de plaire à personne. C'est-à-dire, tant que je ne gêne pas mon voisin, tant que ce que j'ai amené à manger n'a pas une odeur qui va l'empêcher de déguster son repas en paix, mais tant que j'ai mon petit plaisir, mon gari et mon cuicui, même si je suis sur un bateau, sur un yacht, enfin, c'est mon gari. C'est ce qui me rend heureux. Donc, c'est vraiment se dire, regarder dans le miroir et se dire la vérité. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que j'aime réellement? Qu'est-ce qui me rend réellement heureux? Moi, avant, ça m'est arrivé d'acheter des objets. Alors, il y a Will Smith, je vais conclure par ça, ce serait une belle conclusion, ça. Si je le quote bien, si je lis bien sa phrase, la majorité des gens achètent des objets dont ils n'ont pas besoin pour plaire à des gens qui ne les aiment pas et qui ne les aimeront jamais. Donc, on va se mettre à acheter une Rolex. Si j'achète une Rolex, c'est parce que aujourd'hui, ce serait parce qu'elle tient de la valeur. Parce qu'à un moment, j'ai gagné une certaine quantité d'argent que je ne veux pas laisser à la banque. Parce que mon argent à la banque, peut-être ne va pas apprécier aussi vite que si j'achète un lingot d'or ou une Rolex. Voilà. De la même façon que la raison pour laquelle les gens achètent des terrains, c'est la même façon pour laquelle certaines personnes vont acheter une Rolls-Royce, par exemple. Parce qu'une Rolls-Royce, c'est de la valeur conservée. Ah bon? Par exemple, j'achèterais... Loin de moi l'idée de faire la contre-publicité à certaines marques de voitures, mais il y a des marques de voitures, dès que vous avez acheté la voiture, vous sortez du concessionnaire. Oui, c'est très joli, hein, mais ça perd au moins 10% de valeur dès que ça sort du concessionnaire. Vous savez que si vous avez besoin de la revendre, elle perd de la valeur. Donc, il faut poser des actes que quand vous sortez votre argent, il faut acheter des choses qui prennent de la valeur. Et investir. Et ces choses-là ne sont pas seulement des objets. Ça peut être de l'éducation. Vous pouvez payer pour de l'éducation vous-même, apprendre un sujet que vous ne connaissiez pas, ou bien investir dans les relations humaines, avoir des rapports vrais avec les gens, avoir des gens autour de vous qui vous disent la vérité et auxquels vous dites la vérité. Je pense que si je peux conclure sur ça, c'est le plus important quand vous commencez pas à gagner de l'argent. Ayez des gens vrais autour de vous qui vous diront toujours la vérité. Si quelqu'un vous ment une fois, enlevez-le de votre réseau. Parce qu'un jour, il va vous monter sur de grandes choses. Il y a des choses que je déteste dans la vie, les petits mensonges. Si quelqu'un fait un petit mensonge, comprenez qu'il vous en fera un gros. C'est comme les vols, un petit vol. Un jour, ça deviendra... C'est pour cela qu'il faut s'entourer de gens qui ont des valeurs fortes, qui vous diront la vérité. Et si vous avez déconné, il faut pouvoir avoir des gens... Moi, j'ai des gens, je remercie... Il y a des gens autour de moi qui peuvent me dire « Vital, cet acte que tu as posé, ça n'a pas de sens. » Et je vais lui dire, c'est vrai. Vous avez raison. Voilà. Alors, Vital, il y a un sujet dont j'ai envie qu'on parle. Je ne voulais pas qu'on commence directement par là parce que je voulais que nos éditeurs apprennent un peu plus à te connaître, à comprendre tout le vécu que tu as avant qu'on rentre dans les sujets un peu techniques. Mais le premier sujet technique dans lequel j'ai envie qu'on rentre, c'est le sujet de l'intelligence artificielle. On parle beaucoup d'IA, toi et moi. On en a même parlé le samedi dernier. À Dubaï, on en parlait déjà de l'impact de l'IA. Mais en 2024, ce n'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que dans ton entreprise, dans tes entreprises, tu travailles à recruter le moins de personnes possible parce que tu crois que la puissance de l'IA est arrivée au niveau où l'IA peut déjà remplacer l'être humain
Et donc, je crois que tu fais partie de ceux qui croient que bientôt très très bientôt, il y aura un entrepreneur milliardaire en dollars qui aura une entreprise à $1 milliard juste avec des agents IA. Et tu travailles au quotidien à faire une réalité. Donc, ce qui fait de toi, quand même, dans mon réseau à moi et dans ce que j'entends la plupart des gens dire, une personne qui est très 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 cultivée et très ressourcée sur le sujet de l'intelligence artificielle et de l'impact de l'intelligence artificielle dans notre économie, parce que tu le vis, parce que tu l'appliques dans ton entreprise au quotidien. Et il n'y a qu'à voir la rencontre avec les entrepreneurs que nous avons fait la dernière fois, comment est-ce que la plupart des entrepreneurs également à la table étaient très intéressés par tes points de vue. Donc, j'aimerais savoir, comme question que j'ai envie de te poser, parce que je voulais faire un épisode sur l'intelligence artificielle maintenant, ça fait une éternité, mais je ne trouvais jamais un invité à la taille qui pourrait vraiment apporter la qualité de valeur qu'on a l'habitude d'apporter à notre audience sur le sujet. La première question que j'ai à te poser sur le sujet de l'intelligence artificielle, c'est de savoir, selon toi, est-ce que tu penses réellement que l'IA va ou a déjà remplacé les êtres humains? Mais alors, tu sais, quand tu mets... tu vois ce verre d'eau. Si j'y plonge mon doigt, il y aura une vague qui va se créer. OK. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle un épicentre, si tu veux. L'acte posé va créer ce qu'on appelle un ripple effect. Quand tu vas à la plage, c'est un ripple effect. Mais tu lances une vague qui continue d'avancer. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas encore venue vers toi qu'elle ne va pas venir. Moi, c'est comme ça que je ressens l'IA aujourd'hui. Alors, nous qui sommes peut-être un peu geek sur les bords, parce que je passe énormément de temps, j'investis des sommes dont parfois j'ai un peu honte dans de la recherche sur l'intelligence artificielle. Et j'en parle avec des amis un peu comme toi, mais aujourd'hui, ce que nous arrivons à faire avec l'intelligence artificielle au sein de mon entreprise, c'est effrayant. Moi, je suis effrayé quand je vois ce qui se passe. Moi, il y a parfois, parce que nous, aujourd'hui, nous travaillons spécifiquement avec... nous avons très peu de clients que nous n'arrivons pas à fournir. Nous travaillons beaucoup avec nos fournisseurs, avec un réseau de fournisseurs. Mais il y a beaucoup de tâches qui sont gérées par des agents IA. La majorité des gens vont utiliser ChatGPT, ils vont avoir la version gratuite. Certains vont avoir la version payante. Et ils vont juste, parfois, le plus loin qu'ils iront, ce sera de demander à ChatGPT de générer un document Word ou un document PDF. Mais bon, là, c'est l'entrée en matière. Vous n'avez pas... C'est la pointe de l'iceberg. Mais il y a tout un autre univers. Quand vous intégrez des intelligences artificielles dans une solution technologique que vous créez et que vous n'avez plus la limite de ce qu'on appelle le context window. Quand vous écrivez à ChatGPT, il a été programmé pour se limiter dans la quantité de réponses qu'il va vous donner. Et parfois, la quantité de réflexion, le temps de réflexion qu'il va avoir, va aussi se limiter. Mais qu'est-ce qui se passe quand le temps de réflexion n'est plus limité à 1 minute 30 secondes, que la majorité des gens l'ont dans leur téléphone, et que vous ouvrez le context window à 2 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures de temps. Moi, j'ai eu une fois une tâche que j'ai lancée à Codex qui a duré 15 heures de temps. Waouh! Codex a travaillé pendant 15 heures de temps avant de me donner une réponse. Waouh! Et quand la réponse est venue, j'étais terrifié. Waouh! Donc, si tu veux, ce que je vais m'apprêter à dire va sembler peut-être un peu alarmiste, mais la réalité, c'est qu'il y a une vague. Et pourquoi je parle de vague? Parce que partout où il y a une compétition entre de grandes entreprises qui ont beaucoup de capitaux, plusieurs milliards de dollars, que vous le veuillez ou non, ce n'est pas monsieur Paul ou mademoiselle Anne ou Jeanne qui sont au Bénin, qui ne croient pas que l'intelligence artificielle va les remplacer. Ce n'est pas leur croyance qui va empêcher que ça se passe. C'est le marché qui dicte que ça se passe.
De la même façon que les dactylographes étaient convaincus Qu'il allait qu'ils allaient rester, ils ont été balayés. Hmm. De la même façon que les propriétaires de cabines téléphoniques qui étaient convaincus Ouais. qu'ils avaient le meilleur business model, Mhm. ils ont été remplacés. Mais le danger avec l'intelligence artificielle, la différence, c'est que ce qui est remplacé, c'est l'intelligence. Je vais donner un parallèle. Alors, quelle est la dernière fois que tu as pu te déplacer, t'orienter dans le monde sans Google Maps? J'utilise toujours Google Maps. Ok. Google Maps a remplacé ta capacité, le côté de ton cerveau qui sait s'orienter. Ok. Donc, quand il n'y a pas Google Maps, Tu as perdu. est-ce que tu sens la panique? Oui. Voilà. Mais ce n'était qu'un skill. Enfin, les générations précédentes, tu demanderas à la génération de ton père, lui, il pourra s'orienter. Quand il dit Facilement. tourne à gauche, tourne à droite. Un élève, ma mère, elle essayait de m'indiquer un chemin. Il disait, tu arrives à tel endroit. Je dis, maman, GPS. Direct. Avant la localisation, quoi. Avant ma loc. Et la différence, en fait, à chaque nouveau changement technologique, il y a une faculté mentale que nous perdons. Quelle est la dernière fois que tu as... Je vais te demander quel est mon numéro de téléphone. Je connais pas. Pas que. Voilà. Il y a 30 ans, tu l'aurais écrit dans ton agenda et tu aurais mémorisé. Donc, nous avons perdu la capacité avec les contacts dans les téléphones à retenir des numéros de téléphone. L'intelligence artificielle remplace la réflexion. Est-ce que tu comprends ça? Cela veut dire que dans quelques années, de façon inévitable, nous perdrons la capacité de réfléchir par nous-mêmes. Waouh. Chaque nouvelle technologie nous enlève une faculté. Et aujourd'hui, quand je viens dans l'impact, puisque la question était orientée sur l'impact, est-ce que l'IA va nous remplacer? Nous, c'est qui? Si vous êtes un développeur, pardon, mais vous êtes déjà remplacé. Si je dois choisir entre un développeur junior ou qui va me coûter de l'argent, alors ce que je dis, c'est très méchant. On va me dire l'entrepreneur, commerçant, nombriliste, mais c'est une question de chiffres. Codex me bâtit une application fonctionnelle en 1 heure de temps. Et je lance la tâche avec, comme je te parle, je lui parle, je dis, je veux une application qui fait ça, 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 ça. Et pendant que moi, je vais dormir, il travaille. Et le comble, c'est qu'il peut le faire en parallèle. Je peux lui demander de créer 10 sites différents en parallèle. Et moi, je vais dormir et il travaille. Donc voilà. Aujourd'hui, moi, je vis au quotidien ce que l'intelligence artificielle peut faire. Et je vais conclure par ceci, Benny. Il faut que les gens se renseignent sur les agents IA. Parce que l'intelligence artificielle, ChatGPT, vous avez un seul agent qui vous parle. Mais ce que nous faisons, c'est nous créons des agents. Une IA qui est un comptable, qui connaît par cœur la loi WADA. Il y a une IA qui est un juriste, qui connaît bien les lois du Bénin. Il y a une IA qui est un développeur. Il y a une IA qui est un Customer Service Representative. Et il a accès à toutes les connaissances existantes sur Terre sur la communication. Donc, imagine quand ces IA-là se parlent. C'est tout ce que nous avons fait. Quand les intelligences artificielles se parlent, prennent des décisions, les exécutent, décident quand il y a des réponses à un client. Nous, ce n'est pas encore live, mais nous le vivons à l'interne. Donc voilà, moi j'ai déjà vu la réalité du fait que l'intelligence artificielle remplace les équipes d'humains et le fait mieux que les humains. En plus, ils n'ont pas de congé maladie. Est-ce que tu penses qu'ils sont plus productifs que les humains? Bien sûr. Bien sûr. Ce que mes devs me faisaient en 8 mois, l'intelligence artificielle me le fait en 1 journée. Oui, on dira que le code de l'intelligence artificielle est un peu désordonné, mais oui, vous pouvez essayer de ramer à contre-courant. Mais de la même façon, quand un code de l'intelligence artificielle est désordonné, une autre intelligence artificielle, un autre agent peut être mis là pour corriger ce code-là et l'ordonner. Donc, si tu veux, aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire
qu'un jeune entrepreneur ou une jeune entrepreneur au fin fond du Bénin peut avoir une équipe d'intelligence artificielle qui vont lui créer un site web, parler à ses clients, conquérir des clients pour eux, gérer la comptabilité, faire toutes les tâches cognitives. Tu n'as pas peur qu'ils fassent des erreurs? Mais ils feront des erreurs, comme les humains. Hmm. Mais le plus effrayant, c'est que le taux d'erreur est moins élevé au niveau de l'intelligence artificielle que de certains humains. Il y a des fonctions encore où l'IA va halluciner un peu, mais en général, sur la majorité des tâches complexes, l'intelligence artificielle est plus performante. Il y a une chose que je t'entends dire souvent. C'est le fait que aujourd'hui, dans ta boîte, tu as des agents, tu recrutes des agents IA qui occupent des postes, tu parlais justement de l'agent IA qui gérait le département de la comptabilité tout à l'heure, l'agent IA qui gère plein de départements, tu as des agents qui gèrent des départements, tu as des agents qui n'ont pas accès à d'autres départements. Donc, en fait, je crois que tu m'as dit que tes agents parlent entre eux et font des conversations et des réunions, tu vois. Oui. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment aujourd'hui une entreprise ou un entrepreneur ou une personne lambda peut mettre en place un système d'agents IA ou peut mettre en place des IA qui vont pouvoir justement en fait gérer plusieurs aspects du business, mais comme des êtres humains, parce que tu sais, il y a une petite confiance qu'on a toujours dans les êtres humains, qui est que, tu vois, ils vont surveiller, ils vont s'assurer que rien ne se passe. Même si dans la pratique, on sait que ce n'est pas le cas. Mais l'intelligence artificielle, on se dit que, à cause de l'hallucination, est-ce que c'est safe de laisser ton entreprise gérer par l'intelligence artificielle? Parce que tu as même allé jusqu'à dire que tu avais nommé un DG ou quelque chose. Comment est-ce qu'une personne lambda peut utiliser les agents IA pour développer une boîte sans recruter des êtres humains? Et comment est-ce qu'on peut s'assurer de l'efficacité avec les agents IA? Alors, comment est-ce qu'une personne lambda peut recruter des agents IA? Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de solution publiquement disponible. Dans l'équipe, on est en train de réfléchir à mettre à disposition une solution, mais ce sera plus tard. Mais pour l'instant, je ne sais pas s'il y a des options publiques. Je crois que Google avait offert des options en ligne, mais c'est toujours une option qui est un peu réservée aux développeurs. C'est un peu comme l'Internet à ses débuts. Les emails existaient, mais il y avait juste un petit groupe de gens qui savaient l'utiliser. Je pense que ça va se démocratiser. Et je pense que c'est à cette vague-là que la majorité des gens doivent se préparer. Parce qu'ils le veuillent ou non, ce qu'on appelle le agentic AI, où les intelligences artificielles se parlent entre elles, prennent des décisions, posent des actions. On donne à une IA, par exemple, nous, ce qu'on a fait, une IA, on lui donne une identité, une histoire de vie, une adresse email, un numéro de téléphone, et on les met, ils se parlent en fait. Et ça, c'est quelque chose qui se fait dans beaucoup d'entreprises aux États-Unis. Je crois qu'il y a eu même un leak sur le code source de Claude, là, il y a quelques jours. C'était avant-hier, je pense. Et on a vu comment ça fonctionne. Chez xAI, avec Elon Musk, il y a beaucoup d'agents IA qui sont là, qui envoient des emails à d'autres collaborateurs. Et je crois que quand on parle de l'hallucination, il y a toujours des petits moments d'hallucination où il y a... Je me rappelle d'une anecdote où un agent IA a fait un email à une personne, il dit « Viens me voir dans mon bureau ». Et la personne est allée, il dit je cherche un tel. Et le développeur dit non, c'est une IA. C'est déjà réel dans la majorité des grandes boîtes américaines. Mais il y a une chose qui est sûre, pour conclure, c'est que quand une vague commence à la Silicon Valley, elle a tendance à se propager partout sur Terre. Et il faut juste que les gens en soient conscients. Comment toi tu mets ça en place aujourd'hui dans ta boîte? Tu as combien d'agents IA, si on peut demander? Alors aujourd'hui, nous avons 22 agents IA. Wow. Il y a un CEO, il y a un assistant du CEO, il y a les différents départements. Les agents se parlent par département en fonction du type d'agent par département. Enfin, vous savez, on est aussi un peu inspiré de l'architecture de CloudBot. Donc, en fonction de chaque département, il y a des intelligences artificielles qui sont plus adaptées pour un tel département ou l'autre. Par exemple, pour un type d'agent qui est de type développeur,
on va plus utiliser un codex qui est fait pour faire du code. Pour un agent qui est plus customer service, interaction avec les humains, ce sera plus Cloud AI. Et en fonction de ce qu'on veut faire, du rôle de l'agent, on choisit notre intelligence artificielle, notre LLM, comme on l'a dit, qui l'alimente, qui gère son intelligence. Donc ces agents-là, on les met dans les rooms, ils se parlent, les messages viennent, ils analysent, et à la fin, il y a une décision. Et les décisions qui prend la décision, c'est toi? Sont eux. Ils décident. Ils décident, et la décision conduit à une action. L'action est implémentée. L'action, ça peut être d'envoyer un email. L'action, ça peut être d'apporter une information. Ça peut être de contacter quelqu'un. Voilà. Parce que fondamentalement, qu'est-ce qu'on fait dans une entreprise humaine? Au fond, c'est ça. Hein. Les informations arrivent, on en discute. Une telle personne va envoyer un email à une telle personne pour faire telle décision. Mais à la fin, les actions internes se passent sur l'ordinateur. Quand vous recevez un email, quand un employeur reçoit un email, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre l'email et le lit. L'action qu'il fait, c'est l'acte de lecture et de compréhension. L'acte de lecture et de compréhension peut se faire par l'intelligence artificielle. Bien sûr. En une microseconde. Bien sûr. L'IA ne ratera jamais ses emails. Contrairement à l'être humain. Contrairement à l'être humain. Donc voilà, ce sont des choses, ce sont toujours des choses qui sont en R&D, mais ce sont des choses qui, je pense, vont créer un gros tsunami au niveau de la façon dont les entreprises sont gérées dans le monde et aussi en Afrique. Bon, au début, je vous avais dit qu'il y a un sujet croustillant dont on va parler avec Vital. Et je vais vous faire un peu le béret du sujet. Bon, Vital, personnalité publique, très actif dans les médias dans les années 2010, quand il était dans sa vingtaine. Et en bon entrepreneur de la vingtaine, il a mangé la vie. On peut dire ça. Ou bien, on a vu ça maintenant tout à l'heure, par rapport aux expériences qu'ils ont racontées dans la vingtaine. Et à l'époque où, justement, Vital était très actif, alors, à un moment donné, pendant cette époque-là, pendant cette vingtaine-là, tu avais une relation qui était très publique, si je peux le dire comme ça. Et donc, beaucoup de personnes, quand même, qui ont suivi un peu l'univers entrepreneurial de l'Afrique de l'Ouest dans cette période-là, ont quand même vu pas mal passer le couple, la relation, cette relation-là, etc. Parce que, bon, ça crevait les écrans, si je peux le dire. Et après un moment, je crois qu'on a arrêté de voir le couple à l'écran. Et les années sont passées, bon, l'eau a coulé sous le pont, tout ça, tout ça. Alors, la raison pour laquelle, comme je dis, je voulais qu'on en parle, c'est parce que le sujet du couple, que ce soit pour les entrepreneurs ou pour tout le monde, c'est un sujet qui est important. Et le sujet de vivre sa relation ou son amour privé, de façon privée ou de façon publique, c'est un sujet qui divise beaucoup de personnes. Il y a des gens qui disent, non, si tu es avec un homme, tu es avec une femme, tu ne devrais pas avoir peur ou de problème à afficher votre relation. Il y a certains qui disent, non, mais en fait, tu ne devrais pas du tout l'afficher. Bon, c'est généralement ceux qui divisent. Qu'est-ce que tu penses du fait des gens qui ont des comment le dire, les relations dans leur cercle de travail? Bon, alors, c'est-à-dire, quand on dit dans le cercle de travail, supposons un employé qui vient au boulot, qui soit avec un autre employé dans le boulot. Ou, tu vois un peu? bon, en fait, tu sais, les choses de l'amour ne peuvent pas se rationaliser. Hein. Quelqu'un peut avoir une belle vie, aller choisir une personne, rencontrer une personne dans la rue et se dire, voilà ma personne. Ce sont des choses de l'âme. Donc moi, je pense que après, la conséquence de vouloir porter un jugement sur ces choses-là, c'est que les gens vont avoir des relations secrètes. Il y a plein de relations secrètes, ouais, qui sont secrètes. Hein. Si toutes les relations secrètes qui existaient se savaient... Ah ouais, mais ce serait une dinguerie. Ce serait une dinguerie. Et je ne suis pas là pour juger les gens qui ont des relations secrètes. Mais c'est que fondamentalement, ce n'est pas
ce ne sont pas les prérogatives de quelqu'un d'extérieur à la relation de venir y porter un jugement. Donc, relation dans le milieu du travail, si les gens s'aiment, qu'ils ont un objectif commun, qui est de fonder une famille, peu importe le travail peut changer. Hein, mais une famille, fonder une famille, c'est quelque chose de sacré. Et c'est un acte que nous cherchons tous, quelque part, à accomplir. Avoir une progéniture. Donc, si les gens, c'est par le travail qu'ils se rencontrent pour réaliser leur rêve de fonder une famille, qui sommes-nous pour commenter? Et s'ils se mettent ensemble, ils devaient continuer à travailler ensemble? Ou ça peut ne pas être productif pour le business? Non, je pense qu'à un moment donné, si c'est dans le business, il faut bien penser les choses parce que l'argent, la popularité attire le mauvais œil. Donc parfois, ce que, avec le temps, j'ai compris, c'est que c'est toujours bien d'avoir soit une personne qui est entrepreneur et l'autre. Et dans un couple, tu veux dire? Dans un couple. Pas les deux entrepreneurs? Pas les deux en même temps. Parce qu'après, ça peut être compliqué. Ouais. Dans un foyer, il y a... Alors les féministes vont me tuer. Mais je pense que l'homme reste dans son rôle d'homme et la femme dans son rôle de femme. Il n'y a pas d'homme sans femme, il n'y a pas de femme sans homme. Chacun a son rôle, chacun est différent. Et voilà, je pense que si c'est la femme qui est entrepreneur, l'homme, à un moment donné, doit choisir de se mettre en retrait pour pousser. Et la femme sait que ce n'est pas son argent, c'est l'argent de la famille. Elle va jusqu'au bout et c'est pour la progéniture. Le plus important, c'est d'avoir un projet plus grand qui vous unit. Parce que, fondamentalement, l'argent que vous gagnez, ce n'est pas votre argent. Les problèmes commencent quand vous pensez, ou quand l'un ou l'autre des parties pense que c'est son argent. C'est son argent. Ce n'est pas votre argent. C'est l'argent de vos enfants. C'est l'argent de vos petits-enfants. Vous êtes juste passager. Une entreprise est censée survivre à ses fondateurs. Et avant, quand on se met en couple et qu'on a une entreprise, il faut se rappeler, il faut toujours avoir des plans qui tiennent compte du moment où les émotions humaines interviennent. Parce qu'il ne faut pas que dès que vous vous séparez, l'entreprise meurt. Parce que, idéalement, quand vous créez une entreprise, elle doit vous survivre. Elle doit être indépendante du fait que vous vous comprenez ou pas. L'entreprise, voilà. Et le jour pour les couples qui ont une progéniture, c'est souvent plus simple. Parce qu'on n'a pas d'enfants mutuellement, chacun peut se séparer, aller refaire sa vie. Mais quand il y a un enfant, je pense que l'enfant, c'est le mariage réel. Hein. Le mariage qu'on signe à la mairie. Quelqu'un que tu épouses, enfin, c'est bien. Mais quand vous avez un enfant, vos intérêts sont liés à vie. Donc, voilà, créer une entreprise pour sa progéniture, c'est souvent plus simple à gérer. Tu vas voir les foyers, les couples qui ont des entreprises et qui ont des enfants, souvent durent plus parce qu'ils savent que ce n'est pas pour eux. Ils savent que c'est pour les enfants. Donc, ils gèrent mieux l'argent, ils planifient les choses un peu mieux. Et il faut toujours une entreprise, il faut toujours la planifier pour le moment où vous n'êtes plus là. Quelqu'un peut mourir, vous pouvez prendre l'avion éclate, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'entreprise va s'arrêter? Non, il faut gérer l'entreprise en sachant qu'elle ne vous appartient pas. Vous êtes passager. Et voilà, une entreprise bien gérée doit survivre 100 ans, doit survivre à ses fondateurs. Vital, on a passé un très bon moment ensemble. Franchement, j'aurais voulu qu'on rentre plus dans certains sujets. Par exemple, qu'on parle d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, dont on parle beaucoup ensemble, c'est comment conserver sa richesse, comment conserver son argent. Tu me dis souvent, Benny, prends pas ton argent. Est-ce qu'il y a Ogbahoya? C'est que tu me dis toujours. Il y a des choses, je vous dis la vérité, on est entre nous, c'est un frère. Il y a des choses, je l'appelle, je dis j'ai envie de faire ça. Il dit, mais tu as combien de parcelles, Benny? Tu as combien de parcelles? Ou bien il m'a dit, bon, ça là, tu peux acheter parce que ça ne perd pas de la valeur, ça ne se déprécie pas. Et ça me rappelle un truc que Maureen Haïté disait beaucoup dans ses interviews. Elle disait qu'elle n'achète jamais des objets qui se déprécient, qui perdent en valeur. Tu vois? Donc, c'est des sujets que je sais que tu t'es énormément documenté dessus. Ton argent, tu me dis souvent un truc, tu me dis, Benny, quand mon argent, il sort, quand mon argent rentre, il sort pas. Quand mon argent, il rentre, il sort pas. Fais attention à tes dépenses. Tellement de sujets que j'aurais voulu qu'on creuse plus. Malheureusement, le temps nous est imparti. Alors, quel est ton mot de fin? C'est un mot de fin que tu peux donner par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. On a vu plusieurs sujets. Quel serait ce mot de fin-là, quand même, pour tous ceux qui nous regardent? Investissez dans les choses vraies. Les choses, les gens, les personnes vraies. Ce sont ces personnes qui vont vous amener à votre destination de vie. Entourez-vous de personnes bien. Et moi, j'aime bien parler avec toi, Benny, parce que ça me permet aussi de m'améliorer.
de voir... parce qu'il y a des choses que j'aurais pu faire à ton âge, que je te vois faire, et qui m'inspirent aussi. Et c'est cela qu'il faut faire, s'entourer de personnes qui vous inspirent. Moi, tu m'inspires énormément, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration pour ton acharnement au travail. Et voilà, que je prie que Dieu t'entoure de personnes vraies et bien. C'est le plus important. Qu'est-ce qu'on veut d'autre dans la vie? Amen. Merci beaucoup, Vital. J'ai envie, et vous allez le voir après, de faire un deuxième épisode. On va le faire, on va programmer avec son emploi du temps de le faire, où on va vraiment aller en détail sur le sujet de la gestion de l'argent. Parce que Vital a eu énormément d'expérience. Vital a vu l'argent. Et quand tu vois l'argent, tu as commis des erreurs, beaucoup d'erreurs qu'il a commis avec l'argent. Et après, tu en trouves, tu le gères de façon plus intelligente. Et donc, il y a beaucoup de questions que tu me posais que je pense qui sont pertinentes de le partager avec l'audience. L'importance de très vite acheter des parcelles, l'importance de construire sa maison, l'importance d'investir dans les choses qui ne se déprécient pas. Tout ça, c'est des choses que moi j'ai apprises avec toi, que j'ai apprises avec personne d'autre. Et je pense que c'est des sujets sur lesquels on a besoin de revenir. Merci de nous avoir accordé ce temps-là. Merci à toi. Tu avais un rendez-vous, tu es un peu en retard maintenant, tout ça. Merci à toi. On va mettre beaucoup de cœur dans les commentaires pour Vital. Et on va espérer le revoir sur la chaîne pour un prochain épisode. Dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé l'épisode. Merci à vous pour le soutien. Et on se retrouve dimanche prochain, même heure, pour un nouvel épisode. C'était béni. Ciao.